Bah, on va faire avec un micro, ce sera quand même beaucoup plus simple alors. Donc, j'ouvre cette séance de mini-conférence avec une conférence qui s'intitule Découverte des amphibiens de Bretagne. Donc, on va principalement balayer l'ensemble des espèces qu'on pourra trouver sur le territoire breton. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, ça va être un petit peu de la revue, mais on va dire que ça fait pas de mal en début de saison. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu moins, on va voir dans un premier temps qu'est-ce que sont les amphibiens. Donc, en Bretagne, on peut trouver une quatorzaine d'espèces sur la quarantaine qu'on a, qui sont présentes en France. Toutes ces espèces sont protégées, donc il est interdit de les manipuler, les déplacer ou de les dégrader tout simplement. Et l'ensemble des amphibiens sont dépendants des zones humides. Donc, chez les amphibiens, on va retrouver deux catégories, donc les urodèles. Donc, les urodèles, en fait, ça va être des amphibiens qui vont avoir une queue, qui vont être du coup principalement aquatiques, et donc leur queue va leur permettre de se déplacer dans l'eau, donc de nager, etc. Et donc de leur servir de gouvernail. Sauf qu'ils vont avoir aussi une grosse phase terrestre, notamment pour les périodes d'hivernation, mais je ne vais pas tellement m'étaler là-dessus. On a un autre groupe d'amphibiens qui a une grosse phase terrestre, sont les anours, qui eux vont avoir des pattes plutôt adaptées à la marche et au saut, ou à pouvoir grimper sur toutes sortes de surfaces, et donc qui eux vont avoir une phase aquatique uniquement lors de la période de reproduction. Donc pour commencer à aborder ces espèces, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on voit ces espèces en fonction de leurs habitats. Donc, comme ça, ce qui peut être intéressant, c'est que dès que vous arrivez sur un milieu où il y aurait des amphibiens de manière assez probable, et là vous pourrez vous dire, tiens, qu'est-ce que je m'attends de voir ici? Hop. Donc, on va attaquer avec les mares prairiales. Donc, les amphibiens dépendent très largement des mares, et notamment des mares prairiales, qui est un milieu qu'on retrouve assez fréquemment, notamment dans le paysage breton. Donc, en première espèce, assez commune et assez précoce en saison, qui va commencer à s'activer dès le mois de janvier, février, quand les températures vont arriver dans les 4-5 degrés. C'est la grenouille rousse. Donc, c'est une grenouille que vous avez probablement croisée, pas très grande, 5-6 cm. On la reconnaît assez difficilement parce qu'elle a une cousine qui est très proche et on peut quand même la reconnaître avec un museau assez court et assez tronqué qui va faire vraiment une forme assez arrondie. Comme on peut le voir ici, en fait, vraiment très arrondi. À l'inverse, est-ce que ça a marché? Pas du tout. De la grenouille agile, qui est enfin, sa cousine la plus proche en Bretagne, qui va faire à peu près la même taille et qui, elle, par contre, en revanche, va avoir un museau beaucoup plus long et beaucoup plus pointu. C'est vraiment des critères qui permettent de les différencier assez facilement sans les manipuler. Après, si on a la chance de voir le ventre, chez la grenouille rose, on va avoir des petites taches de couleur un petit peu marron, alors que la grenouille agile va avoir un ventre complètement blanc. Donc, c'est des grenouilles qui se déplacent très majoritairement en sous-bois forestier et dans les zones de prairie. Et bon, la grenouille agile va avoir une faculté assez impressionnante pour se déplacer, à faire des bonds qui vont facilement aller jusqu'à 3 mètres. Ah non, je vise là. Ouais, c'est la lumière. Une autre espèce assez fréquente et qui est plutôt jolie, c'est la rainette verte. Donc, on l'entend souvent chanter le soir où la température augmente un petit peu et ça fait vraiment des concerts très très impressionnants. Donc, on la reconnaît bien avec une face ventrale un peu blanc crème et une couleur vraiment verte sur le dos. Bon, c'est un petit peu variable, on verra peut-être d'autres cas. Et on la reconnaît aussi facilement avec une bande latérale sombre qui va partir au niveau du museau jusqu'à la patte arrière et qui va former une virgule au-dessus de la patte arrière gauche. Donc, ensuite, on arrive donc chez les urodèles, donc avec le plus grand des tritons du territoire français et le plus impressionnant, celui qui ressemble un peu à un dragon, comme ça se dit assez souvent. Donc, on va avoir une taille de 9 à 15 cm, un corps assez sombre, ponctué sur les flancs avec des grosses taches noires et des tout petits points blancs, une gorge un petit peu orangée. Et on reconnaît les mâles notamment avec leur impressionnante crête quand ils sont en phase aquatique. Et c'est vraiment un dimorphisme assez important. Et donc les femelles n'ont pas du tout leur crête. Et, parce que les crêtes servent notamment à faire de la parade auprès des femelles.
Donc un triton des plus communs sur le territoire breton, qui est beaucoup moins impressionnant, mais tout aussi mignon, on va dire, qui fait 5 à 9 centimètres. On le retrouve souvent dans les mares, dans les sous-bois en hibernation. Donc on va le reconnaître en phase aquatique, notamment les mâles avec des grosses palmures noires, comme on peut le voir sur le dessin ici. C'est vraiment un critère qui permet de bien les déterminer. Et après, bon, il a peu de ponctuation sur les flancs, une couleur assez brune, uniforme. Et voilà, globalement, c'est ce qui permet de le différencier de son cousin beaucoup plus rare, qui va être beaucoup plus présent sur l'est du territoire breton, donc, notamment en Ille-et-Vilaine et surtout dans le sud. Donc ça va être le triton ponctué, qui lui, par contre, va présenter des énormes ponctuations sur les flancs, ce qui permet de bien le différencier. Ça, c'est surtout en phase nuptiale. Et par contre, on voit qu'on n'a pas du tout de palmure au niveau des pattes arrière. On a un autre milieu qui est très important, c'est les mares forestières. Donc, globalement, on peut également retrouver les premières espèces que je vous ai présentées, mais on va en avoir qui sont un petit peu plus spécialisées. À commencer par le crapaud épineux. Bon, crapaud épineux est assez ubiquiste dans ses choix d'habitat. Ça va être le plus gros crapaud qu'on va avoir en Bretagne. On reconnaît bien ses gros yeux rouges vifs, comme on peut le voir là sur le petit détail de l'œil, avec une pupille bien parallèle, enfin horizontale plutôt, avec des glandes parotïdes assez importantes. Et là, on voit un amplexus où les mâles sont vraiment plus petits que les femelles, et on voit qu'ils les serrent de toute leur force pour pouvoir ne pas les lâcher et les garder. Et des fois, ça peut arriver qu'on voit des mâles pas très très malins qui s'accrochent à des salamandres, des grenouilles, ou qui sont 15 sur la même femelle. Enfin, c'est pas l'animal le plus intelligent, on va dire. Ensuite, on a un animal qu'on retrouve beaucoup sur le territoire breton, encore une fois, mais ici qui va être beaucoup plus forestier, qui va pas pondre et qui va faire des larves. C'est la salamandre tachetée. Donc, c'est le plus grand des urodèles qu'on aura en France, qui est vraiment principalement terrestre et observable à peu près toute l'année, dès qu'il fait un petit peu chaud, une petite pluie. Donc, elle va commencer à s'activer en sous-bois pour partir à la recherche de nourriture. Bon, celle-là, elle est assez facile à identifier. Noir sur jaune, assez gros et qui se balade en forêt. Il faut juste faire attention à ne pas les écraser quand on marche, quoi, ni quand on roule en voiture. Non. Et là, bon, à mon goût, c'est clairement le plus beau de tous, le triton marbré, assez facilement reconnaissable, grosse marbrure de vert et de noir sur le corps, une ligne orange en période nuptiale pour les femelles, et une crête assez proéminente aussi pour le mâle, mais qui ressemble pas du tout à celle du triton crêté, parce qu'elle est vraiment toute lisse. Le triton alpestre aussi, un grand habitué de nos forêts, qui est lui beaucoup plus petit, beaucoup plus élégant, avec un beau ventre orange, une belle ponctuation sur les flancs. Et on va avoir un petit dimorphisme mâle-femelle au niveau d'une légère crête sur le dos. Mais sinon, voilà, on va le retrouver assez fréquemment dans les mares forestières. Non, voilà. Ensuite, un milieu qu'on retrouve beaucoup moins en Bretagne, donc ça va être soit des milieux carriers, soit des dépressions dunaires qui vont créer des mares. Et dans ces milieux-là, on va retrouver peu d'espèces, mais des espèces bien inféodées à ces milieux, qui vont fixer leurs œufs sur le peu de végétation qui existe. Donc on a le crapaud calamite, qui est très facilement reconnaissable, une bande jaune sur le dos, une pupille toute jaune avec un œil jaune avec la pupille verticale, ainsi que des glandes parotoïdes rouges. Donc ça, c'est assez ressemblant. Horizontalement. En fait, il va pondre des longs chapelets d'œufs sur parfois aucun support, comme c'est des milieux où on n'a pas grand-chose. Ensuite, le pélodite ponctué. Donc, c'est un tout petit crapaud qui a un chant très très facilement identifiable, si un jour vous l'entendez. C'est comme si on tapait deux boules de pétanque entre elles. Je vais pas vous limiter parce que je sais pas faire, mais c'est un tout petit crapaud avec une couleur assez brune et comme si on avait déposé plein de petits persils dessus, de couleur verte. Bon, ça se voit un petit peu là ici. Et là, bon, c'était pas un individu très très flashy, donc on arrive difficilement à le deviner. Et puis on a un dernier milieu qui va être les mares anthropisées. Donc c'est les mares qu'on va retrouver dans les communes, les lavoirs, les petites mares de jardin. Et donc dans ces milieux-là, on peut retrouver doucement l'alite accoucheur. Donc c'est une espèce où le papa est un vrai papa poule.
C'est lui qui va garder les œufs sur son dos jusqu'à l'éclosion des têtards qui vont ensuite déposer dans des mares. Et donc on le reconnaît bien avec une pupille jaune, très flashy, et la pupille verticale cette fois-ci, donc ce qui est le facile à identifier. C'est un tout petit crapaud et qui fait un petit chant très très aigu. Et c'est assez compliqué à détecter, alors qu'on va l'entendre dans tous les sens. Donc c'est une espèce très très sympa à voir et que vous pouvez trouver à côté de chez vous. Hop, voilà, c'est là. Et une dernière espèce que vous connaissez probablement tous, la grenouille verte. Donc, pour simplifier, on va juste définir le terme de grenouille verte, parce que ça regroupe un complexe de 4-5 espèces en France qui s'hybrident toutes entre elles. Donc, c'est un peu une catastrophe à vraiment déterminer et identifier. Donc, on peut quand même voir que c'est une grenouille verte avec une bonne ligne claire sur le dos, une pupille assez ronde, et puis on les entend coasser le printemps. Voilà. Donc, je pense que vous Oui, l'avez verte, déjà donc toutes elle trois doit l'être, espèces. quoi. Enfin, non. Et donc, si ça vous intéresse, dans les semaines et mois à venir, normalement, je devrais et peut-être d'autres personnes, donc voilà, dans GGB, qui pourraient proposer de nombreuses sorties sur les amphibiens le soir, dans les alentours de Rennes. Donc, si y a des intéressés, n'hésitez pas. C'est un night. Et pour voir si vous avez bien écouté, on peut faire un petit quiz. Alors, pour commencer, est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Et ton ouais. Quel? Il y en a qui disent marbré. Il y en a beaucoup qui sont d'accord sur le marbré. Il y en a qui ont d'autres idées ou pas? Non? Pourquoi? La test est plus. Il y a du rose dessus. Ouais. On voit sur Forêt Mixte. Et le marbré, pourquoi ce serait un marbré? Sur le milieu du dos. Ouais. On devine une petite crête pas complètement formée. Et les couleurs correspondent à peu près. Ok. Eh ben, bien joué. C'était un triton alpestre. Bah, les femelles de triton alpestre, elles sont assez variables en fait. Et pour s'adapter au milieu au mimétisme, au milieu forestier, des fois, bah, en fait, elles vont avoir des couleurs un petit peu variables. Et la ligne orange, bon, c'était un petit coup de hasard aussi, mais voilà, ça peut varier, donc il faut faire attention. Ensuite, juste avec cet œil, assez facile du coup. Quoi la plupart? Bon, celui-là, ça va, c'était quand même gagné. Ouais. Bon, il n'y a pas de montage en PM. Non, ce serait trop facile. Et c'est bien en France. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis on le voit, en fait, les doigts, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils n'ont pas forcément de palmure. Et en fait, ils vont avoir comme des sortes de ventouses sous les doigts pour pouvoir grimper, comme c'est une espèce qui est principalement arboricole. Il a pas expliqué pourquoi c'était l'alpestre. Donc c'était bien la règle verte. Et donc là, Ça, c'est ouais. la ligne bien orange, et la peau un peu granuleuse, un peu plus que chez le triton alpestre, qui fait vraiment une peau toute lisse. Donc on était bien chez un triton marbré. Et pour finir, bon, sur photo, c'est presque impossible. C'est agile. S'il y a des audacieux. Museau pointu, Tu penses à agile. quoi? Bah, on dirait qu'il a arrondi, mais c'est un petit peu long de vue et c'était une grenouille agile. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est vrai, j'avais oublié. S'il y en a qui ont des questions, eh bien, n'hésitez pas. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est que la glande parentérile? Alors, les glandes parotoïdes. Alors, attends, je vais prendre un crapaud, ce sera plus simple. Mais je sais pas si j'ai des bonnes photos. Voilà. Là, ça se voyait. Non. Ah, bon, non, pas tant en soi. Commun. C'est bon. En gros, les glandes parotoïdes, c'est cette zone ici. Donc, en fait, ça fait des grosses glandes derrière les yeux. Et c'est là où, en fait, ils vont sécréter leurs toxines qui leur permet de se protéger en cas d'attaque.
Bon, en soi, elle est un peu sécrétée partout sur le corps, mais c'est notamment ici qu'elle va être le plus sécrétée. Comme on a beaucoup de prédateurs, comme la pieuvre alcoolique, qui va directement essayer de les attraper par la gueule. Et donc là, elle va directement sentir la toxine et va se dire, bah non, pas ouf à manger. Ouais. Et ben, c'est des variations ou des mutations un peu de pigments qui font ça. Et en fait, ça arrive souvent Faut chez jouer les en amphibiens. montagne? Après, des fois, ça peut leur servir. Par exemple, au début de saison, tu as les grenouilles vertes qui vont être très sombres. En fait, c'est pour se réchauffer au maximum, comme il va faire beaucoup plus froid, et avoir un meilleur albédo. Et donc, capter mieux les rayons du soleil. C'est comme Oui, quand tu oui. mets un t-shirt noir au soleil, il va être beaucoup plus vite chaud qu'un t-shirt blanc. Mais du coup, ouais, c'est beaucoup plus des variations pigmentaires, mais ça arrive beaucoup chez les rainettes et beaucoup moins quand même chez les autres espèces. Ouais. Bah alors, rainette méridionale, elle remonte pas encore assez jusqu'en Bretagne. À ma connaissance, on n'a que la rainette verte. Bon, après, les deux sont assez facilement identifiables parce que du coup, la rainette méridionale, ça s'arrête vraiment au niveau de la première patte, le trait noir. Et le xénope, ça n'a jamais été observé, je crois, en Bretagne, et encore heureux, comme sur une espèce assez chaotique. Mais bon, on peut croiser les doigts pour que ça continue comme ça. Je pense que c'est tout bon. On voit si c'est tout bon, on va passer à la prochaine, là. Il y a éventuellement des consignes de sécurité quand on va observer sur le terrain, des infections, maladies. Exactement. Bon, ça, c'était pour ceux qui allaient venir dans les prochaines sorties. Mais si vous désirez en faire de votre côté, évidemment, il n'y a pas de manipulation pour bah, limiter l'habillement de leur peau parce qu'elles contiennent des muqueuses qui s'assèchent très vite au contact de la peau, donc, ce qui va provoquer leur mort. Et on évite de mettre tout ce qui est pied dans l'eau parce qu'on peut transporter des bactéries qui vont contaminer l'eau. Ou sinon, on se désinfecte bien les bottes avant et après chaque sortie. Voilà. Donc, ça. On passe à la prochaine. Et bah, du coup, ouais, je pense qu'ils sont. Ouais, ouais. Et bah, du coup, je laisse venir Maël Pomeray pour nous présenter les papillons de nuit ne sont pas tous gris. À gauche? Merde. Pardon. J'étais où? En, en bas. Là, pardon. Et c'est bien vu. Merci. Merci. Est-ce que tout le monde m'entend sans micro ou est-ce que j'ai besoin de prendre le micro? Ok, pas de souci. Vous m'entendez bien comme ça? Super. Donc, certains savent peut-être, et d'autres peut-être pas, que je suis passionné par les papillons. Si on me laisse faire, je peux en parler pendant des heures. Et là, l'objectif, du coup, c'est de présenter très rapidement, en une vingtaine de minutes, les papillons de nuit. Et l'objectif, ça va être de déconstruire un préjugé qui est commun à pas mal de personnes, à savoir que quand on dit papillon, la plupart des gens pensent papillon de jour. Typiquement, ce genre d'espèce. Et si on leur parle de papillon de nuit, eux, ils vont dire un papillon de nuit, c'est gris, c'est poilu, c'est moche. Si je vous montre cette photo-là de papillon, je pense que je vais avoir du mal à vous faire rêver. Moi, je vais vous affirmer qu'il est joli, mais je suis pas sûr de convaincre beaucoup de personnes. Et l'idée là, ça va être de vous expliquer que tous les papillons de nuit ne ressemblent pas à ça, que c'est très intéressant de les étudier. Et j'espère réussir à convaincre un certain nombre de personnes en 20 minutes. Donc déjà, la première chose, ça va être de définir ce que c'est un papillon de jour et un papillon de nuit. C'est une définition qui existe depuis très longtemps. Linné la faisait déjà. Et ces deux catégories ont été un petit peu plus décrites au XVIIIe siècle avec la définition d'un groupe
les rhopalocères, qui est synonyme de papillon de jour. Et les rhopalocères, ce sont des papillons avec des antennes en massue. Cerf, antenne et rhopalo, massue. On peut voir ici que les antennes sont composées d'une tige et d'une boule au bout, la massue. Et les papillons de nuit, ce sont les hétérocères. Donc, tous ceux qui ont des antennes différentes des antennes en massue. Donc, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que les hétérocères, c'est un groupe par exclusion qui comprend tout ce qui n'est pas un rhopalocère. Donc, ça n'a aucune valeur taxonomique. Et c'est un énorme fourre-tout avec beaucoup d'espèces qui ne rentrent pas dans la catégorie rhopalocère. Si on fait un petit peu de phylogénie, là, vous avez une phylogénie provisoire des lépidoptères. Lépidoptère, c'est le nom scientifique de l'ordre des papillons. On a là une phylogénie avec 31 superfamilles de papillons et on se rend compte que les rhopalocères, c'est une superfamille sur 31. Donc, si on s'intéresse qu'aux papillons de jour, ben, c'est très réducteur et on oublie toutes les autres familles. Alors, si on veut entrer un peu plus dans le détail que juste les rhopalocères et les autres, il y a quelques groupes supplémentaires qui ont été faits, encore une fois des groupes écologiques. On a les macro-hétérocères, c'est les papillons de nuit de grande taille. Dans ces macro-hétérocères, il y a des débats. Il y a des gens qui disent que on pourrait en faire un groupe monophylétique. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a un clade qui a été créé, le clade Macro-hétérocera. Mais vu que cette définition de macro-hétérocère était beaucoup plus ancienne, il y a plein de gens qui disent qu'à partir du moment où c'est un papillon de grande taille qu'on voit facilement, c'est un macro-hétérocère. Donc, il y a aussi les pyraloidea, les thyridoidea qui des fois sont pris. En plus, bon, ils nous font un peu chier parce que ils sont à part. Il y a une seule espèce en France de thyridoidea. Donc, où est-ce qu'on les met? On ne sait pas trop. Faut pas forcément chercher à calquer ces définitions rhopalocères, macro-hétérocères sur de la phylogénie. Si on veut regarder les autres, quand même, on essaye de les mettre dans des catégories pour pas les oublier. On a les hygiènes qui sont un petit peu à part. C'est des papillons de grande taille qui volent tous le jour. Donc, c'est pas vraiment des papillons de nuit, mais en même temps, ils n'ont pas des antennes en massue, donc c'est pas des rhopalocères. Et après, on a un autre groupe fourre-tout, c'est les microlépidoptères, tout le reste. Si on veut faire un petit peu de statistiques, voilà un petit diagramme avec les taxons de lépidoptères français. Taxons parce que j'ai pas réussi à trouver de chiffres sur uniquement les espèces. Donc là, vous avez espèces et sous-espèces mélangées. Mais donc on voit que, comme pour la phylogénie, les rhopalocères, 353 espèces, alors que si on regarde les autres, 87, 2418, 3236, si on s'intéresse qu'aux papillons de jour, en fait, on étudie 5% des papillons français, ce qui est un petit peu limité. C'est comme si on disait que, par exemple, les mammifères, bah, si on étudie l'être humain, c'est bon, on sait ce que c'est un mammifère. C'est peut-être un petit peu réducteur. Moi, je vais plutôt vous parler de macro-hétérocères, zygènes, pendant cette conférence, parce que les microlépidoptères sont bien moins étudiés, je les connais moins bien, et c'est un peu plus le fouillis. J'en montrerai quand même quelques-uns, mais sinon, je vais surtout montrer les autres. Et du coup, pour vous donner voilà, un dernier petit aperçu parmi les macro-hétérocères, on a encore plusieurs superfamilles qui sont encore une fois réparties en France. On a notamment trois superfamilles très, très nombreuses, les Pyraloidea, avec 508 espèces en France, et deux familles dedans, les Géométroidea, avec 642 espèces en France, et les Notioidea, avec 906 espèces en France, et 5 familles, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, puisque la définition papillon de nuit égale hétérocère, c'est basé sur de la morphologie, ça n'a rien à voir avec la période de la journée.
Donc, en fait, on a un certain nombre d'hétérocères qui sont diurnes et qu'on voit dans la journée. Donc, par exemple, vous avez les hygiènes qui sont exclusivement diurnes, qui sont pour certaines vert bleuté métallique, et pour la plupart des autres, elles sont noires avec des taches rouges. Là, vous en avez quelques-unes vues dans la nature. Et là, un petit aperçu de hygiène en collection. Quelquefois, vous avez un peu d'originalité, des mutations jaunes. C'est la même espèce que celle du dessus, observée au même endroit, mais celle-là, elle avait une mutation, elle était jaune. Donc globalement, c'est coloré, souvent rouge et noir, mais parfois ça change. On a ce papillon-là qui ressemble beaucoup. Alors lui, c'est pas une zygène. Faut pas confondre, c'est un érébidé. On n'a pas que les zygènes dans les hétérocères diurnes, on a aussi quelques espèces parmi toutes les autres superfamilles. Vous avez toutes les couleurs, toutes les familles. Ça, c'est un microlépidoptère, ça aussi. Vous avez du jaune, du noir, un peu de rose, des reflets iridescents. Vous avez voilà, beaucoup de papillons colorés, des papillons de nuit, mais qui volent le jour. Quand vous chassez de nuit, vous pouvez aussi voir des ropalocères, des papillons de jour pendant la nuit. Ils volent pas, ils sont en train de dormir, mais c'est sympa quand on se promène, on les aperçoit, on peut les approcher, ils s'enfuient pas puisqu'ils dorment. Donc on peut leur tirer le portrait assez facilement. Encore une fois, des papillons colorés qu'on voit en sortant la nuit. Mais vous allez me dire, du coup, là, en fait, je suis en train de vous mentir parce que je vous dis des papillons de nuit, c'est pas gris. Je vous montre des papillons de nuit qui volent le jour et des papillons de jour qu'on regarde la nuit. Certes. Mais je n'essaie pas uniquement de vous en tuer. Il y a aussi beaucoup d'hétérocères nocturnes qui sont colorés. Vous avez, par exemple, la famille des Drepanidés avec des motifs plus ou moins complexes, plus ou moins subtils. Pas mal de contrastes, des formes originales, là, un petit peu en fossile. Vous avez la famille des Laciocampidés. Moi, je les trouve mignons, ils sont tout gros, tout poilus, on dirait un peu des doudous. Vous savez, c'est un gros truc tout mignon, un peu nounours. Vous avez la famille des Sphingidés, c'est assez impressionnant. Si vous voulez avoir une idée de la taille, là c'est mon doigt. Donc c'est des gros trucs très jolis avec des fois des couleurs éclatantes. Ici, des yeux bleus avec du orange, du rose. Ici, pareil, des ailes postérieures avec du rose, du jaune. Pour l'instant, tu ne comprends pas trop. Vous connaissez peut-être celui-là. Celui-là, il vole le jour. C'est le Monosphinx, le papillon colibri qui vole sur place pour butiner. Vous avez les géométridés également. Donc, l'une des plus grosses familles de papillons de nuit avec 600 espèces en France. Le moins joli que j'ai pas Vous compris. avez du jaune, du orange, un petit peu de rose. C'est pas gris, c'est uniforme, c'est unicolore en Vous fait. avez des fois juste des petites subtilités. Là, il est jaune uniforme, mais il a deux petites taches presque rouge sang dans le coin. Donc, des fois, en fait, les couleurs, il faut les regarder dans les détails. Vous avez les Notodontidae aussi. C'est ma famille de papillons préférés, je pense, avec souvent des ailes postérieures d'un blanc très pur qui contraste avec les ailes antérieures. Différents motifs. Ici, vous avez du blanc presque nacré. Vous avez des fois des petites crêtes sur l'arrière du corps, des petites touffes de poils qui dépassent au bout de l'abdomen. Toujours beaucoup de subtilité dans les motifs. Les érébidés, enfin, l'une des familles les plus éclatantes et les plus contrastées, avec souvent des ailes antérieures souvent de deux couleurs, avec un contraste très marqué entre du clair et du sombre, ce que vous avez aussi ici. Et dès qu'elles ouvrent les ailes, on se rend compte que les postérieures sont super colorées, des couleurs vraiment éclatantes.
Alors certaines volent le jour, celles-là elles volent le jour et la nuit. Ces deux-là, on les trouve que de nuit. Et du coup, ça prouve bien qu'on a quand même des papillons de nuit avec des couleurs assez éclatantes, assez marquantes. Quand ils arrivent sur le drap, c'est assez magique. On a souvent ce contraste entre des ailes antérieures discrètes pour se protéger dans la journée et en vol des postérieurs beaucoup plus colorés. Bah, c'est ce qu'on a là aussi avec des postérieurs jaunes alors que les ailes antérieures sont beaucoup plus critiques. Vous avez encore les Noctuidae avec, encore une fois, beaucoup de couleurs, du vert, du rouge, un peu de subtilité de nacré. Ici aussi, des postérieurs jaunes, mais des antérieurs beaucoup plus critiques. Donc ça, si vous avez retenu, c'était l'une des autres familles très importantes, qui est dans les Noctuidea. Les Noctuidae, c'est 600 espèces aussi en France. Euh, pour finir le tour d'horizon des macro-hétérocères colorés, vous avez les crambidés, avec, c'est ce qu'on appelle en français les pyrales. En fait, il y a une petite confusion entre les noms vernaculaires et la classification. Les pyrales sont des crambidés, les pyralidés, on appelle pas ça des pyrales. Bon, faut pas forcément chercher à comprendre. Mais du coup, encore une fois, des espèces colorées, du jaune, du rose, là ici du vert. On va quand même parler très brièvement des microlithoptères, parce qu'eux aussi peuvent être colorés. Ici, vous avez différentes espèces avec des motifs. Là, du orange qui contraste très bien sur du noir. Ici, une espèce qui est mimétique des hyménoptères qui imitent les bourdons, les abeilles, etc. Avec du coup un corps noir avec un petit peu une barre claire, et sinon des pattes et des ailes orange vif. Et pour les autres espèces, bah, je vous laisse les regarder. Alors, certes, les couleurs c'est très joli, mais est-ce que les espèces noires et blanches ne peuvent pas aussi être très esthétiques avec la classique, la phalène du boulot, que beaucoup d'entre vous ont dû étudier comme exemple de mimétisme et d'adaptation avec la forme claire et la forme son. Quand on la voit, on se rend compte que au final, juste une espèce blanche tachetée de noir, mouchetée de noir, c'est très joli. Donc vous pouvez avoir juste des nuances de gris qui forment des motifs, des contrastes uniquement, des fois aussi, juste une opposition, des subtilités, juste du blanc avec un subtil L noir, qui a d'ailleurs donné son nom espèce, le L noir. Celle-là, vous la connaissez peut-être aussi, elle n'a pas très bonne réputation, la pyrale du buis, qui est pas très appréciée, qui est invasive. La pyrale du jasmin à côté, qui elle, pour le coup, est endémique et ne pose aucun problème. On peut aussi avoir des fois des espèces presque exclusivement noires et blanches avec quelques subtiles notes de couleur. Ici, vous pouvez peut-être deviner que le bout de l'abdomen est légèrement rose. Ici, vous avez un papillon noir et blanc avec un peu de jaune. Ici aussi, quand il écarte les ailes, on se rend compte que l'abdomen est jaune. Là aussi, encore un petit peu de jaune. Et puis là, sinon, c'est pas tout à fait noir et blanc, c'est blanc avec du noir qui tire sur quelques autres couleurs. Est-ce que ce serait nécessaire d'en avoir plus? Ou est-ce que juste un peu de noir et blanc, ça suffit pas? C'est peut-être pas toujours nécessaire d'avoir trop de couleurs, des fois c'est peut-être excessif. Et les papillons de nuit, en plus, ils ont quand même quelques records et ils pulvérisent les papillons de jour. Il faut dire que le plus grand papillon du monde, c'est un papillon de nuit, Attacus atlas, qui fait entre 200 mm et 300 mm d'envergure. Pour mesurer l'envergure d'un papillon, on va regarder de l'apex, donc l'extrémité de l'aile, jusqu'à l'autre. Et donc ça fait entre 200 mm et 300 mm.
Si on s'intéresse uniquement aux espèces qui sont en France, ben voilà, le plus grand papillon du français et le plus grand papillon de jour français. Les papillons de jour sont clairement enfoncés. Et même si la taille ça compte et elle compte ça compte, bah, quand on regarde les plus petits, bah, les plus petits aussi ils sont enfoncés. Là, le plus petit papillon de jour de France, Cupidominimus, il fait ce spécimen-là, c'est 19 mm d'envergure, il peut descendre jusqu'à 17 mm d'envergure. Là, vous avez un macro-hétérocèle, donc ça fait censé être un gros papillon de nuit, bah, il est plus petit. Là, à côté, vous avez plein de micros. Donc déjà, ça vous montre que la notion macro-hétérocère, micro-lépidoptère, c'est vague, c'est discutable. Il y a toujours, on a fait ce tri-là par famille, mais dans chaque famille, bah, il y a des nains et des géants. Donc bah, des fois, les macro-hétérocères sont plus petits ou de taille égale au micro-lépidoptère. Et, et vous avez encore une fois quelques exemples là avec des couleurs qui ne rendent pas forcément très bien, mais là, il est censé être jaune avec du rouge assez vif. Même chose pour celui-là. Vous avez un papillon assez original avec des antennes très très longues. Quand on s'intéresse à la diversité des papillons nus, on se rend compte aussi que pour nous, la forme des ailes d'un papillon, c'est classique, c'est la forme d'un papillon de jour. Mais il y a beaucoup plus de diversité. Il y a un certain nombre de gens aussi qui pensent que une des méthodes pour reconnaître les papillons de jour, c'est la position des ailes au repos. Alors, la position des ailes au repos, ça fonctionne quand on étudie les libellules. Chez les papillons, c'est pas un critère. La preuve, là, on a un papillon de nuit qui a les ailes repliées sur le dos au repos. On a vraiment beaucoup de positions différentes. On peut avoir des ailes repliées sur le dos, des ailes étalées à plat, des ailes posées en toit. On a plein de positions différentes. On peut aussi avoir du coup, beaucoup de formes plus ou moins originales, avec des ailes complètement repliées en forme de T. Là, on les voit un petit peu plus entrouvertes. C'est deux espèces de la même famille. On a ici une autre espèce avec des ailes plumeuses. Chaque nervure est indépendante. Ça fait presque comme des plumes. Là, on a une forme un peu bizarre. On se demande qu'est-ce que c'est ça. Ben, ça, c'est les ailes postérieures qui dépassent devant les antérieures. Et même en dehors des ailes, on a des fois aussi d'autres formes originales, ici avec des petites crêtes quand on le regarde de profil. On a une très grande diversité de formes quand on étudie les papillons de nuit, dont on ne peut pas se rendre compte quand on étudie les papillons de jour, parce que qui dit papillon de jour dit une seule superfamille, qui dit papillon de nuit dit 30 superfamilles, donc forcément beaucoup plus de diversité. Et même on peut se demander, un papillon, bah oui, ça a forcément des ailes, et ben pas toujours. Il y a un certain nombre d'espèces chez qui les femelles ont subi une régression évolutive et chez qui les ailes sont donc atrophiées. On parle alors d'espèces brachyptères, donc brachyptères, les ailes qui ne dépassent pas la longueur de l'abdomen, voire même microptères quand elles sont encore plus petites. Et même parfois d'espèces aptères. Là, c'est une espèce aptère où on ne voit pas le papillon. Le papillon, il est à l'intérieur du cocon, là. Il vole jamais et il pond les œufs autour de lui-même. Du coup, à l'intérieur, vous avez un papillon femelle qui n'a jamais volé et qui est mort après avoir pondu. Alors, pour ces espèces-là, le mâle a quand même des ailes et le mâle se déplace jusqu'à la femelle. Parce que sinon, ce serait plus compliqué de se déplacer et de se rencontrer, étant donné que leurs pattes ne sont pas adaptées à des grands déplacements. Et pour finir, je voulais mentionner que là, je vous ai beaucoup parlé de papillons de nuit, mais uniquement de papillons adultes. Or, des papillons, ce sont des insectes, il y a 4 stades. Il y a l'œuf, la chenille, la chrysalide et enfin l'imago. Et moi, je vous ai uniquement parlé des imagos. Et étudier les autres stades, c'est quand même très intéressant aussi, avec beaucoup de diversité de formes, de couleurs chez les chenilles.
chez les œufs et chez les chrysalides aussi. Là, vous avez voilà, quelques œufs. Vous avez ici une chrysalide de papillon de jour, ici une chrysalide de papillon de nuit, et ici des cocons. Alors, le cocon, c'est pas la même chose que la chrysalide. Le cocon, c'est une enveloppe que la chenille va former autour de la chrysalide pour la protéger. C'est une caractéristique de beaucoup de papillons de nuit. Le cocon est plus ou moins dense. Ça, c'est un cocon d'hygiène, c'est assez caractéristique. C'est à moitié comme du papier lié. Et là, par contre, c'est un cocon en soie. C'est la même chose que les cocons des vers à soie avec lesquels on fait la soie des vêtements. Voilà, bah, j'ai fini de faire le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère avoir convaincu certaines personnes que les papillons de nuit n'étaient pas tous moches, gris, qu'ils méritaient qu'on s'y intéresse, et avec un peu de chance, j'ai peut-être fait naître quelques vocations. Et si vous êtes curieux, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je suis souvent au SNER, ou même par message, toujours prêt à parler de papier. Voilà. Oui. Métropolitaine. Oui, j'avais pas précisé, pardon, les statistiques que j'avais données, c'est des chiffres que j'ai trouvés sur le portail de Artemisiae, qui est la base de données qui cherche à regrouper l'ensemble des données naturalistes sur les papillons de France métropolitaine. Donc c'était des chiffres en France métropolitaine. La phylogénie juste avant, par contre, c'est à l'échelle mondiale. Et du coup, toutes les espèces que j'ai décrites sur le diapo, c'était des espèces françaises. Bon, à part le plus grand papillon du monde, forcément. Mais tout le reste, c'était des photos de France métropolitaine. Et pour beaucoup, de Bretagne. Oui. La plupart du temps, mais il peut y avoir des variations, souvent dues à des formes adhérentes. Les formes adhérentes asymétriques sont beaucoup plus rares, mais ça peut arriver. Il y a même un phénomène particulièrement impressionnant, c'est le gynandromorphisme. C'est des espèces dont la moitié du corps est mâle et l'autre moitié est femelle. Et c'est particulièrement impressionnant chez les espèces qui ont un dimorphisme sexuel. Par exemple, on a certains papillons, pour ceux qui connaissent les azurés, c'est des petits papillons de jour dont le mâle a souvent des ailes bleu vif et la femelle souvent des ailes brunes. Et du coup, chez ces espèces-là, on va avoir les ailes gauches qui sont bleues et les ailes droites qui sont brunes, ou inversement. Et sinon, à quelques subtilités près, c'est symétrique. Voilà, c'est uniquement chez les formes adhérentes. D'autres questions éventuellement? Sinon, on va pouvoir. Oui. Oui, c'est une question qui m'est bête. À quoi ça sert les papillons d'être colorés? À quoi ça sert? Eh bien, bonne question. Est-ce que l'évolution a un but? Déjà. Et oui, il y a sans doute des fonctionnalités. Je ne m'y suis pas intéressé plus que ça, mais il y a un certain nombre de motifs qui participent déjà dans la reconnaissance sexuelle. Il faut aussi se dire que les papillons ont une vision différente de la nôtre, qui est décalée dans l'ultraviolet. Donc ce que nous on perçoit, c'est pas forcément ce que les autres vont percevoir. Il y a tout ce qui est mimétisme pour un certain nombre d'espèces critiques, comme je disais, pour s'abriter pendant la journée quand ils sont vulnérables. Il y a aussi de l'aposématisme pour prévenir les prédateurs, je suis toxique, et beaucoup d'autres choses sans doute qu'on ne comprend pas. Pas d'autres questions? Si, oui, excuse-moi, oui. Tu changé le nom de ta conférence.
Oui, alors le nom était humoristique, mais reflétait moins le propos que j'allais tenir. Et sinon, eh bien, on va pouvoir passer à la conférence de Joseph sur les cacahuètes. Ouf! Un gros peu. Ok. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un micro? Oui. Moi, il faut un micro. Bah, si vous voulez. Ok. Ça marche. Ça a l'air de marcher. Alright. Donc, excuse-moi, Sian. Donc, bonsoir. Nous sommes ici afin de parler de caca. Et pas n'importe quel caca, il s'agit des vieux caca, des plus vieux caca, au point que maintenant ce sont des crédits. Et on va commencer en force parce qu'en fait, un coprolyte, c'est quoi? Si on va tout d'abord du côté de l'étymologie, un coprolyte, ça vient du grec kopros, qui veut dire un excrément, et toujours du grec lithos, qui veut dire pierre. Donc c'est littéralement la pierre excrément. Voilà. Ensuite, un coprolyte, c'est un fossile, c'est pas n'importe quel fossile, c'est un technofossile. Un technofossile, c'est quoi? C'est toute trace fossile d'un organisme qui fait encore partie de son corps. Ça peut être des empreintes, ça peut être des œufs, ça peut être des déchets organiques qu'on va appeler des coprolytes. Ensuite, des coprolytes, il faut savoir qu'il y en a plein. Il y a des définitions avant que tu vois ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour une première définition un petit peu simple, un coprolyte, certains considèrent que c'est soit du caca, ou alors du caca qui est toujours soit dans les intestins, soit dans l'estomac. Il y en a qui caractérisent les colonites, qui est le caca, mais il est seulement dans les intestins, à ne pas confondre avec les gastrolites, qui est le caca, mais qui est toujours dans l'estomac. C'est pas vraiment du caca. À ne pas confondre avec ces gastrolites-là, qui sont des pierres que certains animaux mangent afin de passer. Et il y a également les paléozoïcides qui existent, c'est des cacas qui sont tout jeunes, qu'on utilise en archéologie continent, tout jeune, je sais. Et tout ça, ce sont des coprolites. Bon, vous l'avez compris, ce soir, on va arrêter ça, on va juste parler de coprolites, c'est des cacas. Ok, maintenant, bon, imaginez, vous êtes dehors, vous voyez un caillou qui est bizarre, et vous pensez que c'est un coprolite. Mais maintenant, comment vous savez que c'est un caca? Et pour ça, je vous propose de jouer un jeu. Ici, vous avez 3 photos. Là-dedans, il y a un caillou plus un caillou et 2 coprolites. À votre avis, qui est qui? Au milieu, c'est un caillou. Bah, faites des citations. Effectivement, à gauche, c'était un coprolite de dinosaures. Au milieu, un caillou tout à fait normal. Et à droite, un coprolite de reptiles. Maintenant, qu'est-ce qui a pu vous aider à dire ça? Eh bien, premièrement, le coprolite, effectivement, ça ressemble à un caca, de manière générale. Ces photos sont plutôt d'équivoques, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça ressemble plutôt à des caca. Mais ce n'est pas toujours le cas de ce point-là. Et il y a d'autres informations, comme le contenu qu'il y a dans les roches qui peut aider. Typiquement, ça peut être des restes osseux, des restes de graines, voire même des fibres végétales et ou animales. Et enfin, il y a la chimie de la roche qui peut aider. C'est-à-dire que typiquement, si on a un carnivore qui va manger des os, les os vont se digérer et ça va précipiter du phosphate. Typiquement. Ok, bon, on sait qu'on a fait caca. Maintenant, comme on sait qui a fait caca,
C'est là que ça devient complexe parce que j'imagine que vous savez tous que tous les cacas ne sont pas pareils. Donc, et justement, comme il y a un bon européen, ici, typiquement, un exemple très concret. Ça, c'est des cacas de 3 espèces différentes. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient le dire? Est-ce que vous êtes bien ici capable de reconnaître quelles sont ces espèces? Et Renan, du coup, toi, tu peux réfléchir, dis-moi si tu as des idées. Les petits animaux qui mangent des carottes. Il y a des petits animaux qui mangent des carottes. Il y en a un qui mange de bien. Ok, est-ce que vous avez des idées dans ça? Oh bah super. Ok, donc effectivement, un cochinat, vous avez des fesses de lapin au milieu des fesses de chevreuil et à droite des fesses d'écureuil. Et là, et tout le problème, vous pouvez le faire bien, c'est 3 animaux qui sont tout à fait, qui sont très, ont différencié très facilement, et un caca, c'est une. Et ça, oui, et ça en plus, c'est des animaux qui sont actuels, qui vivent aujourd'hui, alors imaginez que c'est des animaux qui sont éteints. Enfin, plutôt compliqué. Mais bon, malgré ça, il y a quand même certains taxons qui ont des caca plutôt caractéristiques. Typiquement, les requins ont des estomacs de forme de spiralée qui va faire que leurs caca sont également spiralés. Il y a également des groupes comme les wombats qui sont connus pour avoir des caca cubiques. Donc il y a certains taxons qui donnent des indices de leur origine selon leur forme de caca. Ensuite, il y a bien évidemment le régime alimentaire qui va influer sur le contenu de caca, ce qui donne des indices sur qui a fait le caca. Bon là j'ai un peu triché, j'ai mis une peu de réjection, dedans on va bien des osseux, on va dire ok ça mange 7 kilos. Mais les codes de réjection, si on reste sur la division, ça reste bien un peu polyte. Ça va dans l'estomac. Ensuite, là, on a un petit espèce de érection dedans, il y a de la cuticule dedans. Et enfin, à droite de l'éléphant, on voit bien pas mal de fibres végétales. Et ça marche pareil pour les fossiles. Et enfin, l'argument vraiment qui marche le mieux, c'est la proximité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a près des coprolites. Typiquement, il y a le type d'habitat déjà qui est pas mal, si c'est dans l'eau, si c'est pas dans l'eau. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous dire, je ne devrais pas, mais j'ai quand même la faire. Les coprolites peuvent être utiles afin de déterminer l'environnement qui est ici. J'ai déjà vu dans au moins une revue, donc ça veut dire que ça existe vraiment. C'est petit. Typiquement, l'argument qu'ils ont utilisé, c'est que si le caca avait été fait sur Terre, il y aurait un côté qui serait tout aplati. Voilà. C'est logique, mais ça marche. Ensuite, il y a quelles espèces sont connues pour avoir vécu dans la même formation rocheuse, et également, est-ce qu'il y a des coprolites? Est-ce que ces coprolites sont associés à des fossiles? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand un animal se meurt, il va lâcher du caca. Et des fois, ça arrive ça arrive dans les restes fossiles, qu'on ait des tas d'animaux avec leurs coprolites. Leurs coprolites qui sont juste à côté, et ça, c'est le paradis. Oui, on a une définition de paradis différente. Ok, maintenant, on sait qu'on a un coprolite, on sait qu'il y a fait caca. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, déjà, la chose la plus évidente, c'est qu'on peut étudier le régime alimentaire des animaux disparus. Là, typiquement, c'est grâce à des coprolites, on a vu apprendre que de grands dinosaures herbivores, c'est plus précisément des hadrosaures, pour ceux qui connaissent, de grands dinosaures herbivores, des oiseaux qui mangeaient même des crustacés, et également des insectes. Donc des informations intéressantes. Il y a également pas mal d'interactions écologiques qui ont été révélées par des coprolites, comme typiquement avec les moas, les oiseaux géants de Nouvelle-Zélande, si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, ou typiquement des relations de parasitisme, de prédateurs, tout ça. Et enfin, un truc qui nous parle un petit peu plus, mais qui est moins de l'amour, on a découvert grâce à des coprolites
que les humains sont arrivés en Amérique du Nord il y a au moins 14 000 ans, et dans ces coprolytes, non seulement on trouve qu'il y a des graines qui viennent du printemps, de l'été et de l'automne, ce qui veut dire que ces populations étaient déjà sédentaires, donc du coup, c'est-à-dire qui ne mangeaient plus. Et aussi, dans ces coprolytes, on a découvert des restes de tissus humains. Donc voilà, ils n'avaient pas trop à manger à l'époque, ils se mangeaient entre eux. Mais non, également, des coprolytes, ça peut aider à retracer l'histoire évolutive de certains taxons. Typiquement, pour des exemples, les premières traces d'herbes qu'on trouvait dans des coprolytes de dinosaures, dans lesquels on a trouvé des phytolithes. Les phytolithes, c'est des petites molécules végétales qui sont produites par les herbes afin d'user les dents. Ensuite, il y a les plus vieux œufs de ténia trouvés dans des coprolytes de requins de plus de 290 millions d'années. Les mêmes on zoome au microscope dans un caca, c'est sympa. Ensuite, les plus vieilles, c'est des bivalves d'eau douce, car oui, si vous ne le savez pas, il y a bien des bivalves. Les bivalves, c'est les huîtres et les moules qui vivent également dans de l'eau douce. Ça, depuis longtemps, on le sait grâce à les coprolytes. Et enfin, des trucs un petit peu plus sympas, ça, c'est dans pas mal de coprolytes, pour le micro, on retrouve également des petites traces de tunnels, tout ça. Et ça montre qu'on peut faire les pouliers. Et je vous en présente un ici, Trinia nixatoprolitica, un poussier de 270 millions d'années, préservé au haut placeur d'un gros caca, et qui a été préservé de manière plutôt spectaculaire. Bien, ensuite, bon, afin d'achever cette mini-conférence, si vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai quelques coprolytes un petit peu rigolos à vous proposer. Bon, rigolos qui sont utiles à l'essence, je vous rassure. Déjà, je vais vous présenter le titre d'un article de recherche. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est écrit un coprolyte de dinosaures théropodes. Dinosaures théropodes, c'est des grands dinosaures carnivores. Pensez aux tyrannosaures, aux raptors. De taille in-size, typiquement. Et le machin mesurait 44 cm de long. Il y a une petite barre d'échelle, là, ça fait 10 cm. 44 cm, c'est mon avant-bras, si vous voulez une idée de la taille. Et ce coprolyte a été trouvé en Amérique du Nord à la toute fin du Crétacé. Et dedans, il y avait plein de restes d'ossements et aussi des restes de tissus d'animaux. Et ça pointe vers un seul candidat qui vivait alors là-bas à l'époque, et c'est le tyrannosaure. Donc, mesdames et messieurs, voici un caca de tyrannosaure. J'espère que vous êtes heureux. Bien. Et puis également, j'imagine que vous avez déjà vu, vous avez déjà entendu parler d'insectes coincés dans de l'ambre, si vous avez déjà vu l'article notamment. Et sachez que vous dites que quand un animal meurt, il va se vider de ses gaz, de ses caca, et à peu près tout. Eh bien, voici un coprolyte d'insectes en train de péter. Car oui, les insectes pètent également. Et son nom, c'est un diffère du nom de Mycetophilidés. Et bon, effectivement, c'est marrant tout ça, mais grâce à ces gaz, vous êtes pas sans savoir que les sont formés par notre microbiote, et ça témoigne directement, indirectement, du régime alimentaire de l'animal. Donc, en analysant ces petites bulles de pelle, on a pu établir le régime alimentaire de ce diffère qui sont essayés de sang. Et merci de votre attention. Je vous remercie. Dans la salle des bibliographies, notamment, je vous conseille, si vous vous intéressez à la paléontologie, The Common des 5 podcasts. C'est en anglais, c'est très cool, les textes sont rigolo.
Si vous avez des questions, dis-moi. Un pet. Alors, il faut savoir que l'ambre, j'ai pas les détails de comment ça s'est formé. En tout cas, ce n'est pas rare qu'on retrouve des bulles de gaz dans de l'ambre, en fait. Il suffit que la résine de l'arbre se solidifie plutôt rapidement. Je n'ai pas détaillé parce que je ne peux pas te dire de bêtises, mais c'est pas rare du tout qu'on retrouve des bulles de gaz qui est coincé dans l'ambre. Et c'est notamment, c'est grâce à ça qu'on peut connaître les compositions de l'atmosphère préhistorique. Notamment, c'est pas que ça. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alright. Ah oui, mais. Il y a des caca fossiles, mais aussi des fossiles. Il y a des petits fossiles, il y a du vomi fossile, il y a du sperme fossile qui existe également, qu'on a retrouvé. Oui, je sais, c'est rigolo. Tout ce qui est déchets, tout ce qui est fluide corporel, déchets corporels, on a retrouvé au moins une fois. Il faut dire ça. Pas tous, parce que malheureusement, c'est des trucs tout à fait mous, donc il y a très peu de chances que ça se fossilise. Mais en quasiment 500 millions d'années de vie animale sur Terre, on en a des caca. Ok, est-ce qu'il y a des questions encore? Alors, c'est le. Je ne vais pas dire de bêtises. A priori, oui, mais je ne vais pas dire de bêtises. Je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu sa composition et l'endroit où il était, il ne faut pas dire que c'est un caca de T-Rex, mais c'est le candidat le plus probable. Voilà, parce que bien évidemment, le style n'a pas compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mais. Est-ce qu'il y a de l'ADN? Non, c'est beaucoup trop vieux. L'ADN le plus vieux qu'on ait jamais retrouvé, il a de 2 millions d'années au Groenland, et il est extrêmement fragmentaire. Alors, oui, sur les coprolites en archéologie, sur les paléophésès, vous vous souvenez, c'est régulièrement utilisé afin de faire des analyses ADN. Le coprolite, typiquement, avec le Moa, là, ça, il y a eu des analyses ADN pour être dessus, c'est des oiseaux qu'on a tous tués il y a moins de 3 ans. Pardon, les humains, on est trop forts. Et dedans, il y avait plein de traces ADN là-dedans, ce qui est une mine d'informations. C'est encore ici. Ok. Du coup, je vais conclure ce semaine. Tu veux conclure? La soirée est bouffée. Merci beaucoup de votre attention encore une fois. Malgré les petits problèmes techniques qu'on a eu. Je tiens à rappeler qu'on vraiment cherche vraiment les gens qui font des micros, donc vraiment, si la n'hésitez vraiment pas à venir des expériences, si vous voulez, on peut venir maintenant. Et je peux vous donner je sais que c'est un peu intimidant, mais n'hésitez pas, c'est vraiment un bon exercice aussi pour apprendre à donc voilà, je pense que je vais conclure sur ça. Merci beaucoup encore. Bonne soirée.